Nous retrouvons nos invités Robert Kossigan, à côté président de l'Alliance Jeunesse Développement, l'homme politique du cercle des leaders émergents, Georges Eho pour la suite de Regards croisés. On a été rejoint par Justin Abalo Badialiwa. Il est juriste, coordinateur du programme régional Afrique CACIT. Bonjour, vous allez bien? Très très bien, bonjour. Donc, vous êtes aussi analyste politique. On parlait de la République démocratique du Congo, le conseiller sécurité du président Félix Antoine Tshisekedi poursuivi pour complot. Il s'appelle François Béa. On lui reproche tellement de choses. Oui, il a servi le peuple, il a servi tellement de présidents. Cette question déjà posée, est-ce qu'il a une certaine affinité avec l'ancien président Joseph Kabila, selon vous? Oui, bien évidemment, il faut d'abord relever tout simplement que dans tout système politique, ce sont des pratiques ou bien ce sont des situations qui arrivent lorsqu'il y a des changements de régime, lorsqu'il y a de l'alternance et que autour d'un président, généralement, il y a des acteurs. Il y a des acteurs qui jouent le jeu. Seul le président ne joue pas le jeu. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est vrai qu'il a été déjà arrêté entre-temps et il a passé pratiquement un mois en détention. S'il continue aujourd'hui, il constitue aujourd'hui une menace. Probablement que ceux qui sont inquiets ont des raisons, probablement des raisons de s'inquiéter. Mais cependant, la réalité, qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement? Je pense quand même que les communautés ou bien les autorités actuelles doivent clarifier le peuple congolais par rapport à cela. Il a servi effectivement à Kabila, il a servi le nouveau président, l'actuel président. Maintenant, s'il y a des conjonctions ou des situations inquiétantes, je pense quand même que la justice doit normalement faire son travail. Il faut qu'il bénéficie des conditions équitables des procès. Il faudrait quand même que ces garanties, qu'il y ait du respect de ces garanties juridiques fondamentales, c'est-à-dire que ce soit au niveau de sa détention ou bien la façon dont la procédure aussi se passe. C'est important que cela se passe dans les règles de l'art, comme les textes de la République démocratique du Congo le recommandent. Ensuite, ce que moi je voulais aussi relever au-delà de tout ça, c'est que, comme on le dit, lorsqu'il y a des changements de régime, ceux qui sont venus au pouvoir, souvenez-vous un peu des conditions dans lesquelles Félix Tshisekedi aussi est arrivé au pouvoir. Donc nous n'allons pas refaire l'histoire avec Martin Fayulu et autres. Nous savons un peu comment il est arrivé au pouvoir. Mais aujourd'hui, il essaie quand même de composer avec certains militaires. Les militaires, la plupart qui sont en fonction puisqu'ils ne pouvaient pas les changer. Et qu'il y a des postes stratégiques et que certains ont occupés depuis longtemps. Et lorsque il y a certaines personnes à ces postes et qu'on n'a pas suffisamment de confiance, je pense que parfois les règles républicaines demandent tout simplement qu'on les change ou bien qu'on les nomme par décret présidentiel et autres. Maintenant, si aujourd'hui on est dans cette dynamique, tout porte à croire que c'est une manière pour essayer d'écarter clairement ces acteurs qu'on soupçonnerait d'être un peu proches de l'ancien président. Donc c'est un peu l'analyse qu'on peut aussi faire. Je pense quand même que ça reste toujours ouvert parce que en politique tout ne se dit pas. Alors Georges Eho, les proches de François Béa et le collectif qui défend ses intérêts dans les médias plaident pour que les audiences soient publiques et retransmises en direct sur la télévision d'État et parlent d'un complot qui cache une guerre de palais dans l'entourage du président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce une bonne idée selon vous? Bon, ça revient à ce qui s'est passé avec Caméré, où le procès était en direct et tout le monde suivait. Et c'était, bon, disons, c'est pour éclairer la lanterne, c'est pour éclairer le peuple congolais sur l'impartialité de la justice et sur l'inculpation du conseiller. En fait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence qui doit lui être conférée, quel que soit le cas. Et je pense que ce soit en transmission directe ou que ce soit en audience publique non
transmis sur les chaînes télévision. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est que le droit soit appliqué et uniquement que le droit. Allez, on prend la direction d'Addis Abeba via Dakar au Sénégal. Macky Sall se rend à Moscou ce jeudi 2 juin. C'est ce qu'indiquent les sources à la présidence à Dakar. Le chef de l'État sénégalais, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, doit rencontrer son homologue Vladimir Poutine pour porter la voix de l'Afrique dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Un conflit qui pèse lourdement sur les économies du continent. Quel message, selon vous, président Akoité, le président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, va transmettre à son homologue russe? Non, il a déjà dit, dans une de ses déclarations, il a dit qu'il va en Russie pour plaider le cas du continent africain qui vit aux dépens du blé ukrainien russe et demander à Vladimir Poutine de tout faire pour libérer le port d'Odessa, Odessa, afin que les millions de tonnes de blé qui sont bloqués là-bas puissent arriver sur le continent africain afin d'aider l'Afrique à ne pas vivre cette famine qui est déjà là et de s'aggraver. Écoutez, pas pour parler du règlement du conflit. Non, il a déjà dit. Non, il a déjà dit qu'il ne peut pas, que le règlement de ce conflit n'est pas encore d'actualité au niveau de l'Union africaine. Mais il va plaider pour une cause humanitaire. Et cette cause humanitaire, c'est de faire en sorte que le port d'Odessa en Ukraine puisse fonctionner afin que les demandes en blé et autres produits, dont même en hydrocarbures, puissent être débloqués vers l'Afrique afin que nous ne connaissons pas trop de pénuries en la matière. C'est tout. Sinon, Macky Sall, c'est une crise qui ne concerne que les Occidentaux. Et donc l'Afrique n'a pas trop à dire dessus. D'autant plus que les Occidentaux n'ont pas fini par créer des crises en Afrique. Ils continuent par en créer. Et donc, il va pour une mission humanitaire demander à ce que Vladimir Poutine ouvre les vannes pour que nous on puisse souffler un peu tant sur le plan alimentaire et d'hydrocarbures. Je pense que sa mission s'arrête là. Et donc il a même pensé qu'après le voyage du Kremlin, il puisse aussi rencontrer le président ukrainien, soit par visioconférence, ou peut-être aller aussi chez lui pour lui parler de comment faire pour que l'Afrique puisse continuer par bénéficier des intrants, du blé, de l'hydrocarbure, tout ce qui peut venait de là pour donner un peu de souffle aux Africains. Un continent qui dépend non seulement des Occidentaux, mais également de la Russie en termes surtout blé, hein, parce que l'Afrique souffre énormément. Justin, comment on peut comprendre cette contradiction corroborée par le président en exercice de l'Union africaine? Il se déplace à Moscou, pas pour peser peut-être dans le règlement de la crise qui secoue, cette crise militaire qui secoue la Russie et l'Ukraine, pour plaider véritablement. Il met devant l'Afrique le blé, les conditions qui puissent aider l'Afrique dans ces moments difficiles. Mais moi, j'ai envie de demander, je m'interrogeais lorsque j'ai appris effectivement que le président Macky Sall prenait son bâton de pèlerin pour négocier au nom de l'Afrique sur la question du blé, l'alimentaire et autres. J'ai envie je me demande, est-ce que le président Macky Sall ne s'est pas trompé d'itinéraire? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé d'itinéraire? Est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller voir Vladimir Poutine et le président ukrainien? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, c'est vrai, on met en avant la question du blé, la question alimentaire, mais je pense quand même que toutes ces situations si ces situations sont arrivées, c'est parce qu'il y a une crise profonde, il y a une guerre qui se passe. Et cette guerre a des racines quelque part. Je pense quand même que si on doit résoudre ce problème de façon définitive, de façon pérenne, je pense qu'il faut aller à la source de ces problèmes. Je pense que
dans une certaine mesure, la stratégie consisterait aussi à échanger avec les Occidentaux qui aujourd'hui font par tous les moyens pour mettre l'économie russe par terre avec tout ce lot de sanctions. Moi, je pense quand même que la Russie aujourd'hui, en faisant ce blocus, c'est constituer un moyen de pression aussi pour la Russie, pour que la Russie puisse discuter avec les Occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, l'action que mène le blocus aujourd'hui agit sur toute l'économie du monde, pas seulement en Afrique. Les Européens en souffrent davantage même que l'Afrique. Hein. Et lorsque vous écoutez un peu les citoyens européens, je pense quand même qu'ils en souffrent, même s'ils ont une économie un peu plus stable que l'Afrique, eux aussi souffrent sérieusement des effets pervers de cette guerre. Donc, pour moi, le président Macky Sall à Moscou, il n'attend pas de grands résultats. Ce n'est pas aussi évident que Vladimir Poutine que nous connaissons puisse lever le blocus, parce que pour lui, s'il lève le blocus, c'est que les choses vont aller normalement et que qu'est-ce qui restera pour lui comme moyen de négociation? Le blocus et les Russes, les militaires ukrainiens qu'ils ont gardés comme des prisonniers de guerre, tout ça constitue aussi des moyens de pression pour discuter, puisque dans tous les cas, au final, la diplomatie va emporter. Quoi qu'on dise aujourd'hui, je pense que vous avez suivi un peu le président français, le président allemand qui ont échangé la dernière fois aussi, qui appelaient le président russe à revenir, parce qu'ils ont compris au final que la diplomatie va prendre au final le dessus, parce que les armes, à un moment, vont se taire. Mais pour que les armes se taisent, il faudrait qu'on discute, il faut qu'on dialogue. Il faudrait que les Occidentaux comprennent que cette guerre, cette instrumentalisation qui a conduit à la guerre aujourd'hui mérite d'être revue. Mais la stratégie, parce qu'à ce jour, ils continuent par livrer les armes à l'Ukraine. L'Amérique, le président Joe Biden qui m'a fait sourire un peu, qui disait qu'il va fournir encore des requêtes très puissantes, mais à condition que ces requêtes n'atteignent pas le sol russe. Je pense quand même qu'il y a un peu de l'amusement dans tout ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas prétendre offrir des armes, livrer des armes à quelqu'un et lui donner, circonscrire la zone où il va tirer les requêtes. Alors que l'ennemi est à côté. Donc, pour nous, la crise est loin d'être terminée. La crise alimentaire va continuer. Mais l'Afrique essaie de faire ce qu'elle peut. Je pense quand même qu'au-delà d'aller négocier avec ces acteurs, c'est que l'Afrique doit commencer par penser aussi à son développement. Quelles sont les alternatives? Ça peut être, cette crise aussi constitue aujourd'hui une opportunité. Il faudrait que les Africains cessent de dépendre à 90% de l'Europe aussi. Je pense que nous avons des terres cultivables, nous avons des espaces assez importants qu'on peut exploiter. Il faudrait qu'on commence aussi par réfléchir à cela aussi. Cette crise alimentaire donc secoue l'Afrique, votre continent, Georges Ewo. Comme Koscielny l'a dit tout à l'heure, le port d'Odessa qui est bloqué, surtout vers l'Afrique. Est-ce que le président Poutine, tel qu'on le connaît, va pouvoir écouter le président de l'Union africaine, un exercice de l'Union africaine? S'il y a quelque chose de ne pas réussir, c'est de n'avoir pas essayé. Il faut essayer. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas seulement par rapport au blé, mais par rapport à beaucoup de produits qui nous viennent de l'extérieur. Vous savez que l'Afrique exporte énormément de produits de l'extérieur et que si nous sommes handicapés par cette guerre qui fait qu'aujourd'hui la vie chère est devenue une réalité incontournable sur notre continent. Je sais que c'est ailleurs aussi, mais je parle de l'Afrique. Et que nous savons les relations plus ou moins que la Russie entretient avec l'Afrique actuellement, qui ne trouve pas véritablement comme étant menace pour la Russie. Je pense qu'il faut essayer de discuter avec la Russie qui a mis les blocus sur le port et pour que les produits ne sortent pas de l'Ukraine. Aujourd'hui, il faut que nous développons certes l'agriculture chez nous. Il faut certes que nous exploitons nos opportunités, mais dans l'immédiat, que ce soit en hydrocarbures, que ce soit en blé, que ce soit en vivres, en d'autres choses, en d'autres produits,
Il faut qu'on discute avec la personne, l'intéressé, la personne qui a quand même la main mise sur ce pont. Et je pense que c'est la démarche du président Macky Sall, qui est le président en exercice de l'UEMOA. Sa démarche est louable du moment où il ne veut pas s'ingérer premièrement dans les affaires de la guerre, aller commencer à dire pourquoi on fait la guerre, qui a fait sanction, qui a fait ceci. Il discutera premièrement du constat. Et à partir du constat, ils peuvent aller au-delà pour discuter d'autres choses. En fait, s'ils ne voulaient pas discuter du problème, c'est pour ne pas rétrécir ou fermer la porte de la discussion. Parce que, comme on l'a dit, ce sont des sujets sensibles et c'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et je pense que quand vous voyez du côté de la Russie, les Russes ont toujours dit qu'ils ont dénoncé beaucoup de choses des années auparavant qui n'ont pas été prises en compte au sérieux par les Européens, les Occidentaux et les Américains. Aujourd'hui, il y a la guerre. Le constat, nous avons des problèmes de s'approvisionner en matière de certains produits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discuter. Il faut discuter. Et il faut toujours discuter. Considérant que on voit aujourd'hui l'intérêt de la Russie pour l'Afrique. On la voit en République centrafricaine. On la voit également au Mali. Est-ce que c'est un point également pour le président Poutine de pouvoir s'établir finalement, d'avoir des discussions franches, d'avoir des partenariats francs avec l'Afrique? Et donc ce périple du président Macky Sall peut être profitable pour lui. Ce périple du président Macky Sall, pour l'heure, ne peut pas, sur le plan résultat, engendrer beaucoup de choses, mais que l'Afrique, surtout francophone, de l'espace francophone, le veuille ou pas, la Russie a finalement son mot à dire, surtout dans les pays qui connaissent la guerre, la non-stabilité et tout. La Russie peut jouer un rôle capital que n'arrive pas à jouer depuis des lustres la France. Parce que si nous prenons aujourd'hui le Mali, sans la France, la Russie arrive à remporter des victoires avec la junte malienne contre les terroristes. Et si nous allons en Centrafrique, sans la Russie, Touadéra ne pourra pas continuer par diriger le 70% du territoire. Tout à fait, qui est aujourd'hui conquis et administré par le gouvernement centrafricain. Et ailleurs aussi, je crois, la Russie a actuellement son mot à dire. En Libye, aujourd'hui, la Russie joue un rôle capital. Et donc, moi je dis que ce soit la Russie ou la Turquie, ces deux pays, ces deux forces, ces deux pays qui auront leur mot à dire. La Chine est déjà là. La Chine est déjà là, mais la Chine ne se déploie pas surtout sur le terrain sécuritaire. La Chine est là peut-être dans les constructions et tout, plus dans l'économie, mais la Russie vient avec sa force militaire qui fait déjà la différence. Je crois que la Russie a de beaux jours en Afrique. Et Macky Sall, aujourd'hui, constatant que la Russie, à travers cette guerre, va se prononcer sur le continent, va être plus ouverte sur le continent africain, va peut-être avec ça pour tenter de négocier quelques tonnes de blé. Mais comme l'a dit M. Justin, pour le moment, c'est une arme qu'utilise la Russie contre les Occidentaux. Et c'est ça même le piège dans lequel les Occidentaux sont tombés. Parce qu'aujourd'hui, toutes les sanctions qu'ils ont prises contre la Russie se retournent contre eux-mêmes. Ils vivent ça. Ils n'ont pas les produits. Et la Russie, elle ne sent pas les sanctions? Mais oui, si, la Russie s'est préparée contre ces sanctions. Il sait qu'il va aller sur ces terrains-là. La fois dernière, je lisais quelque chose sur la Russie. Ils disent au moins sur 2 ans, la Russie ne va pas sentir ces sanctions. Et au même moment, la Russie se prépare actuellement à livrer les mêmes choses que l'Occident ne veut plus
à ses alliés asiatiques et autres. Pourquoi pas l'Afrique? Et donc je dis, le temps que la Russie ne trouve un canevas par lequel livrer l'Afrique, nous allons subir peut-être à plein fouet cette pénurie, le temps que la Russie ne trouve un canevas par lequel nous livrer. Ce qui est sûr, ça se fera. Justin, il est très important. Georges, vous voulez ajouter quelque chose en fait, la question? ce que vous dites que c'est le blocus, c'est pour répondre aux sanctions occidentaux ou bien aux sanctions occidentales. Et je voudrais vous dire tout simplement, si on doit livrer une cargaison au port de Lomé, et on sait la destination. Donc, si comment on l'appelle, le président Vladimir Poutine accepte à nous aider, et il peut discuter et les navires vont quitter. Les navires à destination d'Afrique vont toujours quitter. Donc, il ne va pas seulement laisser les navires alimenter les Européens. À moins que, et d'ailleurs, je le sais très bien, avant que le président le quitte, les techniciens ont déjà travaillé sur les trajectoires qui doivent passer les navires pour nous alimenter et que peut-être les Occidentaux n'auront pas la même mise ou bien d'autres contrôles pour bloquer les navires à destination d'Afrique. Donc je pense que cette solution-là, on peut facilement trouver cette solution-là pour qu'on continue pas à nous livrer en Afrique au détriment des Occidentaux. Mais là, peut-être, il y aura aussi cette problématique de sanctions des institutions bancaires de la Russie surtout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui sont enlevées sur, je crois, le SWIFT. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas de grandes maisons d'armateurs. Ils vont trouver des... Maintenant, les armateurs russes ou asiatiques vont se faire payer comment? Ça aussi, c'est la deuxième solution. Donc, c'est tout ce qui font que, moi j'ai dit, peut-être dans un premier temps, la Russie doit penser comment alors livrer l'Afrique, réfléchir, trouver de nouveaux armateurs, trouver toute l'armada qui rentre dans la technique de paiement et tout, avant de pouvoir livrer l'Afrique. Et aussi, s'il faut que la Russie livre l'Afrique à partir des armateurs européens, il y aura alors ce problème de sanctions qui est là et qui va faire qu'il y aura toujours ce problème. Parce que l'armateur ne peut pas envoyer son avis et ne pas être payé. Voilà, il y a aussi ça. Justin, vous avez touché un point aussi capital tout à l'heure. C'est sans doute le moment pour l'Afrique de réfléchir autrement. Oui, c'est le moment pour l'Afrique aussi de réfléchir autrement, parce qu'aujourd'hui, même par rapport à son positionnement géostratégique, géopolitique, vous avez vu lors de la résolution qui devait les Occidentaux appeler de leur vœu pour condamner l'intervention de la Russie en Ukraine. Vous avez constaté que plusieurs pays africains, certains se sont abstenus, d'autres ont condamné, et certains n'ont pas voté non plus, parce que c'était aussi compliqué, difficile par rapport aux intérêts, parce que après tout, chaque État a ses intérêts, et par rapport vis-à-vis de la Russie également. Même je pense que le Sénégal même n'avait pas, le Sénégal s'était abstenu à l'époque, et ça a créé aussi la foudre des Européens qui estimaient que les Africains devaient être de leur côté. Donc dans tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde, nous sommes dans une nouvelle ère géopolitique où pendant longtemps les Occidentaux ont créé une situation pour avoir un monde unipolaire. Et aujourd'hui, la Russie essaie de créer ce monde bipolaire, en fait, pour faire en sorte quand même que ce ne sont pas les Occidentaux seulement qui doivent avoir l'hégémonie sur le monde entier. Exactement. Donc la Chine est là également, mais c'est la création de ce monde bipolaire ou multipolaire permettra aussi aux uns aux autres de pouvoir mieux se positionner par rapport à leurs intérêts. Pour l'Afrique, je le dis, comme je le disais, mon collègue, mon ami Georges disait aussi que c'était aussi important d'aller discuter, parce que pour l'heure, nous sommes dans une perspective de réfléchir à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, je pense que les négociations avec la Russie sont bienvenues. Sauf que
elles seront difficiles, mais c'est toujours mieux de commencer. C'est toujours mieux de commencer comme une femme qui doit accoucher et après tout sourire parce qu'elle a son bébé. Si d'ici 2 semaines, d'ici quelques semaines, ou bien après la visite, les conclusions, les échanges avec Vladimir Poutine révèlent qu'il y aura une certaine flexibilité au regard de l'Afrique, ou bien des faveurs au niveau de l'Afrique pour qu'on puisse livrer le blé et puis le carburant à l'Afrique, nous allons tirer chapeau au président de l'Union africaine. Maintenant, à long terme ou bien à moyen terme, je pense quand même qu'il faudrait que l'Afrique monte de la voie dans ce conflit. Il n'est plus question de rester en retrait et d'observer les deux géants, ou bien les deux géants du monde s'affronter et puis se dire, mais nous on est dans une perspective de non-alignement, mais dans tous les cas, on s'aligne, quoi. Les pays africains, on ne veut pas trop s'aligner, sauf certains qui essaient quand même de prendre position clairement. Mais il faudrait au final qu'on lève la voix pour dire cette crise qui se passe aujourd'hui a des impacts sur nos économies. Et c'est nous tous qui payons aujourd'hui le prix. Nous tous. Ce n'est pas une question de... Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Ce qui se passe en Ukraine, qui aurait cru qu'aujourd'hui, nous allons payer le petit pain à 100 francs? Qui aurait cru qu'on va acheter le carburant encore à 625 aujourd'hui? Le sens de ma question, là, il va falloir changer la mentalité. L'Afrique doit peut-être se prendre en charge. Oui, bien entendu. Comme il avait déjà dit dans mes propos introductifs, pour dire que l'Afrique doit pouvoir se prendre en charge. Nous sommes indépendants il y a longtemps. Nous dépendons à 80% de l'économie, de l'importation des Occidentaux. Et ça, c'est une faiblesse de nos économies. Ça, avec cette guerre ou bien cette crise, il n'allait pas appeler petite crise, mais nous avons des répercussions pas possibles. Cela montre tout simplement que la fragilité de notre système économique, cela montre la fragilité de la vision même que nos États aussi ont. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important que l'Afrique se ressaisisse, l'Afrique pense à son économie, pense comment être moins dépendant au final. Il faudrait que l'Afrique crée son développement en restant moins dépendant des Occidentaux. Oui, Georges Hérault, même question à vous. C'est le moment pour l'Afrique de réfléchir. Exactement, parce que nous ne pouvons pas continuer par penser que quelqu'un viendra faire les choses à notre place. Un continent, on ne peut jamais développer un continent. Un continent doit se développer. Nous devons nous réveiller. Nous devons savoir que nous avons des potentialités. Nous devons faire l'analyse haute en déterminant nos forces, nos faiblesses, les opportunités, les menaces que nous avons. Et nous devons faire en sorte qu'aujourd'hui, nous profitons de ce qui se passe. En fait, ce n'est pas d'une bonne chose la guerre, mais à quelque part, malheur est bon. Aujourd'hui, quand vous voyez même la guerre de communication entre l'Occident et la Russie, envers nous les Africains, ça dit que tout le monde veut dire qu'il a de bonnes intentions envers nous. Vous voyez ce qui se passe au Mali. La France qui voulait dire que en fait nous avons de bonnes intentions envers vous, laissez la Russie et nous allons rester, nous ne voulons pas rester. La Russie de même avec tout ce qui se passe. Donc nous voyons tout simplement que nous sommes toujours la belle fille qui est au milieu, que tout le monde veut courtiser. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut profiter. Il faut développer nos potentiels. Nous avons des terres, nous pouvons cultiver le blé chez nous. Nous pouvons faire autre chose. Les noix de palme, même, c'est un peu aberrant que nous parlons des hydrocarbures, que nous parlons du carburant, le bruit qui est transporté chez nous et nous achetons cher le produit fini. Mais vous voyez tout cela, est-ce que nous ne pouvons pas maintenant avoir des partenariats sérieux pour faire quoi? Pour avoir des machines et transformer sur place. En faisant ça même, nous allons créer de l'emploi pour nous-mêmes. Et là, nous allons réduire le chômage. Et peut-être c'est ce qui se décide. On va marquer la pause pour le journal et on vous retrouve pour la suite de l'émission.